bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième débat des débats de l'UNCAS avec la Gazette des communes au salon de la MIF. Nous allons discuter lors de ce débat des méthodes pour lutter contre la précarité énergétique. Et pour ce faire, nous accueillons Roland Cranoli. Bonjour, vous êtes maire de Gagny. Bonjour, je suis maire de Gagny, mais je tiens à préciser également président du CCS de la ville de Gagny. Pourquoi je fais cette précision? Parce que souvent la population oublie que le maire préside également le centre communal d'action sociale. Donc voilà, je voulais apporter cette toute petite précision. Vous faites très bien et ça fait complètement partie du sujet naturellement. Et donc Jérôme Zielinski, bonjour, vous êtes chef du département Solidarité chez EDF. Alors on a entendu parler particulièrement des sujets de précarité énergétique avec l'explosion des coûts de l'énergie il y a 2 ans. Mais la question de la précarité énergétique préexiste à cette explosion des coûts de l'énergie. Il est donc utile, avant de débattre, de poser un peu l'ampleur du phénomène. Est-ce que vous pouvez nous dire, l'un et l'autre, quel est l'état de la précarité énergétique vu depuis votre point de vue, comment elle a évolué, les ménages concernés et le type de précarité qui peut être envisagé? Oui, alors merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous l'avez dit, forcément, la crise de l'énergie qu'on a connue en 2022-2023 a transformé un peu le paysage de la précarité énergétique. Juste pour citer un chiffre, parce que je ne pense pas que ce soit le but d'en citer trop, mais aujourd'hui, les derniers chiffres de l'ONPE nous disent que c'est 11,6% des ménages français qui sont en situation de précarité énergétique. C'est quand même non négligeable. Et donc aujourd'hui, on a évidemment une précarité énergétique, enfin une population victime de cette précarité énergétique qui va évoluer. On a notamment dans un contexte où vous avez les tarifs qui ont augmenté depuis 2022. Je rappelle juste pour exemple le tarif réglementé de vente de l'électricité a augmenté 39% en 2 ans, c'est pas rien. On a également bien sûr une inflation générale, hein, il n'y a pas que l'énergie qui a augmenté, ce qui fait que des populations, des familles qui avant n'étaient pas en situation de précarité énergétique s'y retrouvent aujourd'hui, et on a de plus en plus des personnes qui travaillent, ce qu'on va appeler malheureusement des salariés pauvres, donc des personnes qui ont un contrat de travail, qui ont un revenu mensuel, qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie chaque mois. On a également de plus en plus une autre forme de précarité énergétique, peut-être qui est un peu moins identifiée. Ce sont en fait des personnes qui vont faire de très grosses restrictions sur le chauffage, voire même sur leur alimentaire, qui vont privilégier des denrées qui n'ont pas besoin de cuisiner, justement pour faire des économies d'énergie. Et cette précarité énergétique-là, on la voit peut-être un peu moins, mais elle se développe de plus en plus. Ok. Monsieur Cranolin, dans votre commune, la population de vos administrés qui est en situation de précarité énergétique, comment vous l'identifiez et quelle est son ampleur? Mais aujourd'hui, on est assez proche du chiffre cité par M. Zielinski. Sur la ville de Gagny, une ville de 40 000 habitants dans le département de la Seine-Saint-Denis, on est environ 10% de la population qui a été identifiée. Et lorsque je parle de population identifiée, ce sont des personnes que nous voyons, nous, au niveau du CCS de la ville. Et chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que au-delà des personnes en fragilité sociale que nous avions l'habitude de rencontrer, nous rencontrons aujourd'hui des personnes qui sont des ménages de type moyen, qui viennent nous voir parce que les factures d'énergie explosent. Mais au-delà de la facture d'énergie, vous avez cité un point sur lequel je voudrais rebondir, c'est le fait que les ménages soient amenés à faire des choix. Est-ce qu'on chauffe ou est-ce qu'on s'alimente? Et là, pour le coup, on est véritablement dans la précarité énergétique. Et là, il y a un sujet sur lequel il faut apporter des solutions parce que nous avons identifié un besoin. Quelle est la part des ménages qui sont en situation de précarité énergétique en raison de leur niveau de vie, qui est impacté par l'inflation et les surcoûts de l'énergie dont nous avons parlé, et les ménages qui sont dans des passoires énergétiques? Et donc, en fait, c'est la configuration de leur habitation qui coûte excessivement cher en déperdition énergétique. Est-ce que vous êtes en mesure de distinguer? Là-dessus, c'est la même chose. En fait, ce sont des publics qui conjuguent des problématiques. Vous avez des publics sur lesquels la facture énergétique est telle que les familles se retrouvent appauvries par rapport à leur situation antérieure, mais vous avez aussi sur le territoire de ma commune une commune de 101 km de voirie.
quand même, avec 52% de zones pavillonnaires, pour la plus grande partie d'entre elles édifiées avant 1975. Donc avant les normes énergétiques permettant d'avoir un confort optimal, tant l'hiver que l'été. Et là, pour le coup, lorsque vous êtes sur des passoires énergétiques, vous avez une aggravation de la situation sociale de certaines de ces familles. Pour autant, vous avez également des familles qui se retrouvent dans des logements dits sociaux, pour lesquels, il y a 2 ans et l'année dernière, ils ont vu leur facture de régularisation de charges augmenter d'une façon astronomique. Et là, c'est là que le CCAS de la ville joue véritablement son rôle d'accompagnement. Mais pas simplement un accompagnement financier, mais aussi la mise à disposition de kits permettant de réduire la facture énergétique et donc des kits LED. Nous en avons distribué l'année dernière plus de 150 avec un budget, plus de 150 familles avec un budget de 29 000 euros. Et cela vient compenser l'aide sociale que nous avons sur le Fonds social énergie au niveau des CCAS pour accompagner les familles dans le règlement de leurs factures et garder la tête hors de l'eau. Alors, concrètement, les kits dont vous venez de faire mention, ils apportent quoi aux ménages à qui ils sont distribués? Ils apportent avant tout une sensibilisation au changement d'usage. C'est-à-dire que le monde a évolué, les ressources naturelles s'amenuisent et donc il faut absolument changer l'usage. Lorsque vous accompagnez une famille ou un foyer sur de la rénovation énergétique, si vous ne les accompagnez pas socialement sur le changement de leur usage, sur la consommation d'eau, la consommation d'électricité lorsque cela n'est pas forcément nécessaire, vous n'aurez rien gagné. Et donc l'idée, c'est vraiment, au travers de ces kits, faire preuve de pédagogie. Et nous mettons en place au niveau du CCAS de la ville de Gagny. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de mes équipes du CCAS, des ateliers de sensibilisation au changement climatique et au changement d'usage permettant d'optimiser financièrement, mais aussi en matière de confort, de chaleur et de froid, de changer les usages des habitantes et habitants de la ville. D'accord. Et donc il y a des ampoules LED qui consomment moins d'électricité. Dans ces kits, il y a aussi des outils pour limiter la déperdition de l'eau. Oui. Donc vous intervenez sur toutes les consommations des fluides, entre guillemets, en fait, qu'il y a dans les maisons. La logique du CCAS, ou d'un CCAS, en tous les cas le mien fonctionne de cette façon-là, c'est de prendre les familles dans leur globalité. Et donc d'étudier l'ensemble du fonctionnement du foyer pour voir sur quel point nous pouvons optimiser les choses. Ça peut être de la consommation pure en termes d'achat, des achats superflus à enlever du portefeuille du ménage, mais aussi dans le fonctionnement même du foyer, tant sur l'électricité que sur l'eau, ou lorsque le foyer en a la possibilité d'utiliser le jardinage et autres pour venir compléter les besoins identifiés au sein de ce foyer-là. Au-delà de cela, sur la rénovation énergétique, lorsqu'on regarde le bâtiment des différents foyers, il faut aussi pouvoir identifier, et cela se fait par les intervenants à domicile des différents foyers, voir un peu comment on peut engager ou encourager les ménages à aller vers une rénovation globale de leur structure ou de leur maison au travers des différents dispositifs que nous mettons en place, parce que nous avons la chance d'être dans un territoire zéro exclusion énergétique, et c'est grâce aux grands groupes tels qu'EDF que nous pouvons accompagner au mieux les ménages. Nous avons EDF, nous avons Schneider, nous avons Leroy Merlin qui nous accompagne là-dessus pour faire en sorte que le reste à charge pour les ménages soit le plus faible possible, en se posant, nous, institutions publiques, en tiers de confiance, en allant chercher avec eux les artisans nécessaires, en analysant le besoin et les différents travaux à effectuer, et aller chercher surtout les financements nécessaires pour accompagner les ménages. Et ça, c'est le programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique qui vous le permet. Oui. C'est initié et impulsé, piloté par qui C'est piloté par le territoire Grand Paris Grand Est, dans lequel Gagny est intégré. Nous faisons partie des 14 villes du territoire Grand Paris Grand Est, et nous faisons ensemble un ensemblier politique et de tiers de confiance permettant aux ménages de ne pas se décourager face à la multiplicité des dispositifs qui existent aujourd'hui et à la multiplicité des artisans qui existent et dont certains, malheureusement, ne sont pas forcément fiables.
Ok, merci. À EDF, vous, comment se traduisent les interventions que vous pouvez lancer pour lutter contre la précarité énergétique? D'abord, je tiens à souligner quand même que tout le panorama que vient de nous dresser Monsieur le maire est brillant. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur l'ensemble des champs aujourd'hui de la précarité énergétique, l'ensemble des champs pour lutter contre la précarité énergétique. Je vais peut-être me permettre d'abord de rebondir sur votre dernier exemple, un territoire zéro exclusion énergétique. EDF aujourd'hui est partenaire de ce programme et aujourd'hui EDF contribue au renouvellement de 3000 logements. Alors certains sont dans les zones comme la ville de Gagny, d'autres sont dans des zones qu'on va appeler dites de diffus, qui sont plus éparses sur le territoire. Et donc il y a EDF qui participe à ce programme. De la même manière, on a un partenariat historique avec la Fondation Abbé Pierre sur l'opération Toi d'abord, qui existe depuis plus de 10 ans, où là ce sont 10 000 logements qui ont soit été construits, donc neufs, qui sont mis à la disposition de familles en situation de précarité énergétique, ou soit des logements rénovés pour justement être en capacité aujourd'hui d'avoir des factures qui sont plus basses. Évidemment, aujourd'hui, EDF se positionne aussi dans la promotion des éco-gestes. Vous l'avez illustré fort justement. Nous sommes aujourd'hui, vous le savez tous, le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas, parce qu'il ne coûte rien. Et donc, parmi les éco-gestes qu'on va pouvoir citer, un exemple, et donc c'est aussi EDF met aussi en place des kits de maîtrise de l'énergie à ses clients en situation de précarité énergétique, grâce notamment aux travailleurs sociaux des CCAS. Et donc ces kits, ils sont composés de quoi? Vous allez avoir, comme vous, monsieur le maire, vous l'avez exprimé, des ampoules à LED. Vous allez avoir des appareils qui peuvent réduire le débit d'eau, ça c'est important. On va également avoir des multiprises qui vous permettent de couper avec un bloc pour couper l'alimentation. Donc l'avantage c'est que plutôt que de laisser les appareils en veille, vous coupez l'alimentation. Et ça, chez certaines familles, ça peut aller jusqu'à 10% de la consommation annuelle d'électricité. Donc vraiment, ne laissez pas vos appareils en veille, on ne cesse de le répéter. Et puis on a également un thermomètre, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut diminuer la température dans le logement, mais on a des familles qui ne sont pas équipées de thermomètre. Donc on les équipe et donc ces kits MDE sont distribués dans toute la France aux familles qui en ont besoin. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il y a plein de choses à faire sur les aides financières, etc. Mais rationaliser la consommation d'électricité, je pense que c'est un geste de base et ça fait partie de la mission de service public que peut avoir EDF. C'est pour ça aujourd'hui, et moi aussi, je vais remercier l'engagement des plus de 250 collaborateurs d'EDF qui travaillent uniquement sur la solidarité, sans compter les 5000 conseillers qui accueillent tous les jours, bien sûr, les demandes des clients. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment un engagement autour de la lutte contre la précarité énergétique chez EDF qui fait partie de son ADN. Ok. Monsieur Cornoli, vous nous disiez que vous travaillez avec les foyers pour engager une rénovation globale de leur logement. On sait la difficulté, MaPrimeRénov' et les allers-retours de l'engagement public pour aider les familles. Si vous deviez accélérer la lutte contre la précarité énergétique, de quoi auriez-vous le plus besoin? Est-ce que c'est de l'argent, de nouveaux dispositifs qui n'existent pas encore? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a besoin ni d'argent, ni de nouveaux dispositifs. Nous avons surtout besoin de lisibilité sur ce qui existe. Aujourd'hui, vous avez une multiplicité d'acteurs qui existent, avec des fonds qui sont décidés par l'État, sur lesquels l'État peut revenir du jour au lendemain sur la modulation des différents fonds et compagnie. Le ménage lambda face à tout cela se retrouve totalement perdu et donc cela peut être très décourageant pour les ménages. Et donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une porte d'entrée unique avec un accompagnement de A à Z permettant d'optimiser tant sur la partie technique que sur la partie financière et le reste à charge, diminuer le reste à charge pour les ménages, mais d'une façon extrêmement limpide. Je pense que la multiplication, la surexposition de dispositifs ne fait que rebuter les gens ou leur permet de remettre à plus tard des travaux qui pourraient être entrepris dès maintenant. Il ne faut pas oublier que la précarité énergétique, et ça aussi, ça rentre dans les missions d'un CCAS qui veut préserver également le côté sanitaire des villes. La précarité énergétique engendre des soucis de santé qui aujourd'hui sont bien sous-estimés. Est-ce que vous pouvez développer
Bien entendu, lorsque vous avez des foyers avec des enfants en bas âge ou avec des seniors qui ont une santé un petit peu fragile, lorsque vous êtes dans une passoire énergétique, vous aurez beau mettre le thermostat au maximum dans une chambre parce que vous y vivez, parce que vous y dormez, mais le fait que le reste du domicile soit ventilé ou mal ventilé, pris au vent en tous les cas permettant des courants d'air extrêmement malsains pour les personnes qui y vivent, juste le fait de traverser un couloir vous met en danger malheureusement. Lorsque vous êtes face à des familles qui sont obligées d'opérer des choix, que ce soit sur leur chauffage ou sur leur alimentation, ces mêmes foyers-là opèrent également des choix de non-recours à la santé pour pouvoir se rétablir. Et donc, pour moi, il y a un risque sanitaire qu'il faut aussi prendre en considération. Ok, merci. Monsieur Zelensky, si on devait améliorer la lutte contre la précarité énergétique, est-ce que, comme M. Kranouli, vous dites, finalement, on a à peu près tous les moyens financiers et dispositifs disponibles, ou il y aurait des choses en plus à faire? Alors, moi je vais quand même rejoindre ce qu'a dit Monsieur le maire. Aujourd'hui, quand même, on a un dispositif qui est piloté par l'État qui s'appelle le chèque énergie, donc qui est distribué à 2 millions de foyers, 2,6 millions des clients d'EDF bénéficient de ce chèque énergie. Aujourd'hui, on en a entre 15 et 20% qui ne sont pas utilisés chaque année. Ce sont des millions d'euros qui sont mis à disposition finalement de familles en situation de précarité énergétique, donc qui en ont besoin et qui ne les utilisent pas. Pour quelle raison? Il y en a plein, ça peut être par méconnaissance du dispositif, ils ne savent pas comment faire, ils ne le voient pas dans leur boîte aux lettres arriver. Enfin, il y a une multitude de raisons. Bien sûr, exactement. Et aujourd'hui, c'est un vrai droit qu'ont ces clients. Et malheureusement, donc je pense qu'il y a vraiment, de la part des pouvoirs publics, mais comme le fait également EDF, vraiment marteler le fonctionnement du chèque énergie et comment l'utiliser et voilà, vraiment aider les clients. Ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est indispensable. Ensuite, moi, je pense vraiment qu'on est sur, l'essentiel aujourd'hui, il est autour de la prévention. On en a énormément parlé pendant ce débat. Il faut absolument travailler pour améliorer la qualité des logements, pour justement les personnes qui sont aujourd'hui isolées des systèmes d'aide. Il faut les mettre en relation et ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients. Aujourd'hui, EDF, c'est plus de 3000 partenariats avec des structures de médiation sociale, des CCAS, avec énormément d'acteurs. Et dès qu'on a des clients qui sont justement démunis, c'est d'essayer de les mettre en relation avec des acteurs sociaux pour les aider à les guider vers les bonnes aides. Et ça, aujourd'hui, on a encore trop de personnes qui sont isolées, qui ne connaissent pas les aides dont ils peuvent bénéficier et qui ne savent pas non plus où s'orienter pour justement être aidés là-dessus. Un point, je pense, qui est important, on parlait de santé, moi je suis assez d'accord avec ça. Il y a EDF quand même qui a fait un choix fort en novembre 2021. C'est aujourd'hui le seul fournisseur d'électricité à le faire, c'est de ne plus couper ses clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un client est en situation d'impayé chez EDF, on ne le prive plus d'électricité, c'est-à-dire qu'on va lui garantir un maintien au droit à l'énergie minimum. Alors évidemment, on va diminuer sa puissance, on va limiter sa puissance, mais par contre, il va quand même continuer à pouvoir brancher son réfrigérateur, continuer à pouvoir chauffer ses aliments, parce que ça pour sa santé, c'est quand même important. Continuer à charger son smartphone pour justement pouvoir rester en contact avec les services sociaux, avec son employeur, etc. Donc je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, parce que je rejoins complètement ce qu'a dit Monsieur le maire. Aujourd'hui, cette précarité énergétique peut avoir des conséquences graves sur la santé. On entendait ce matin, j'étais à un séminaire de recherche ce matin sur la précarité énergétique et une chercheuse nous expliquait qu'aujourd'hui, les banques alimentaires témoignaient en disant on a de plus en plus de bénéficiaires qui nous demandent à avoir des denrées qu'ils ne vont pas cuisiner pour économiser de l'électricité ou parce qu'ils n'ont plus d'électricité, parce qu'ils ne sont pas forcément chez EDF. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on a des moyens d'agir justement pour aider ces situations de grande détresse. Je voudrais juste, si vous permettez, juste rajouter quelque chose pour abonder dans votre sens. Je pense qu'il serait intéressant que les grands groupes tels que le vôtre, tels que EDF, soient encore plus resserrés en termes de partenariat avec les CCAS des villes pour former les agents des CCAS qui se rendent à domicile et qui des fois constatent des situations et pour pouvoir aiguiller et accompagner au mieux les personnes. Ensuite, concernant la rénovation énergétique, je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure. Je vous disais qu'il ne manquait rien, mais peut-être qu'il manque juste une toute petite chose. Lorsqu'on parle de rénovation énergétique, on ne parle pas forcément que de ménages fragiles. On peut parler de ménages de classe moyenne ou de classe supérieure, mais pour lesquels les travaux entamés sur leur maison ou leur logement
nécessite un prêt bancaire. Et je pense que là-dessus, là, on a un souci, on a un véritable souci, parce que les banques ne suivent pas, parce que l'État ne se porte pas garant aujourd'hui. Et je pense que si l'État voudrait véritablement mettre un coup d'accélérateur sur la rénovation énergétique, sur tous ces prêts nécessaires à la rénovation du logement, l'État pourrait se porter garant. Si vous permettez, je voudrais juste un petit complément. En effet, on parlait des partenariats. Aujourd'hui, je disais, c'est plus de 3000 partenariats pour EDF. On a une quarantaine de correspondants de solidarité qui sont basés dans toute la France et qui font vivre ces partenariats. Et par exemple, parler de formation, on essaie justement de former notamment les travailleurs au sein des CCAS à justement, par exemple, aux éco-gestes. Et pour ça, par exemple, on a un outil qui s'appelle Mon Appart Éco-Malin. Et c'est un jeu de société. Et donc, on forme les travailleurs sociaux à utiliser ce jeu de société qu'on est en train de développer en format numérique. Et après, eux, ils vont le rediffuser justement aux populations en situation de précarité énergétique pour leur apprendre finalement à mieux consommer leur électricité. Ok. Alors, on a beaucoup parlé de la précarité énergétique liée au passoire thermique. On est aujourd'hui dans une phase de changement climatique. Donc, si on parle passoire thermique, on pense souvent au chauffage. Et donc, mais peut-être vous allez nous le confirmer, la plus grande prévalence de précarité énergétique est plutôt aujourd'hui dans le nord de la France. Est-ce que le changement climatique ne peut pas faire diminuer naturellement cette précarité énergétique parce que les températures augmentant dans la partie nord du pays, il y aura moins besoin de chauffage, moins besoin d'électricité et finalement un peu moins de précarité. Est-ce qu'on peut penser comme ça ? Oui, bien sûr. Alors, on commence de plus en plus à parler de précarité énergétique d'hiver et de précarité énergétique d'été. Ce sont deux... Et au climat à ce moment-là. Exactement, bien sûr, qui sont liés au climat. Alors, ce qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, on le voit en fait, les situations de plus grande précarité énergétique, elles sont plutôt sur le nord du pays. Et là, on va parler plutôt de précarité énergétique d'hiver. Les montants moyens de facture sont plus élevés sur le nord de la France, à cause du chauffage, très clairement. Et là, on sent justement des hivers qui sont de plus en plus doux, donc des chauffages qui sont moins sollicités, et donc des factures moyennes qui diminuent en nombre de kilowattheures consommés. Et à contrario, dans le sud de la France, on a des périodes de canicule qui sont plus longues, plus intenses, des nuits tropicales qu'on voit de plus en plus en nombre. Et donc là, la précarité énergétique d'été liée à la climatisation, et bien justement, elle va augmenter. Et donc on voit progressivement finalement des factures dans le nord de la France, des factures moyennes qui vont avoir tendance à diminuer en volume de kilowattheures. Et à l'inverse, dans le sud de la France, des factures qui vont avoir tendance à augmenter. Et on peut imaginer qu'à horizon 2040, on est aujourd'hui peut-être pas une équité entre la précarité énergétique hivernale et la précarité énergétique australe, mais en tout cas qu'on n'en soit pas très loin. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours de la précarité énergétique tant qu'on n'aura pas réussi à lutter contre en permanence ou à aider les ménages à avoir un meilleur niveau de vie. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de ce débat. Merci et bonne journée. Merci.